Salut tout le monde, c'est Ginji. On se retrouve pour les lectures holistiques sur le bestiaire, comme j'avais convenu dans la dernière vidéo, puisque j'avais traité le livre principal de True20. Cette fois-ci, je traite le bestiaire de True20 et ça va être assez rapide, donc on va rentrer sans plus attendre. Alors, j'ai bel et bien dit que c'est quelque chose que je considère comme un must-have. Et au vu des réductions qu'il y a, surtout si vous achetez en numérique et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, toujours en anglais évidemment, je ne peux que vous conseiller en fait de prendre toute la gamme, euh, excepté le livre du compagnon pour le problème dont j'ai déjà parlé. Par contre, qu'est-ce que je pense du livre du bestiaire? Ben, le livre du bestiaire est bien, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus que ça. Alors, je vais m'expliquer. Le livre du bestiaire, il se compose déjà de présentation des types et des sous-types de créatures. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les templates, donc en gros les notions élémentaires qui vont constituer un type ou un sous-type de créature. Puis, il y a le bestiaire qui est proposé. Ensuite, il y a aussi comment créer sa propre créature. Après, il y a le fait qu'on va te présenter des équipements supplémentaires malheureusement archaïques. Et pour finir, comment convertir l'essentiel des données que vous avez dans les systèmes D20 avec le True20. Donc voilà, on est sur un livre qui est plutôt bien fait, je trouve, mais comme reproche que j'ai à faire à toute la gamme de True20, et là c'est vraiment plus persistant, malheureusement on sent que ça traîne encore le petit côté Donjons et Dragons 3.5. Pourquoi je dis ça? Alors la présentation des templates et des créatures, elle est, on va dire, universelle dans ce qu'on approche de True20, c'est-à-dire que ça traite horreur, fantasy, contemporain, science-fiction, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on te présente le bestiaire, ben là on arrive à un bestiaire qui est plutôt fantastique, qui pourrait se faire avec une légère conversion. Et pour les objets archaïques, bon, alors je critique les objets archaïques, mais on va prendre le livre en tant que tel, puis ensuite on va l'analyser avec le reste de la gamme. Le livre en tant que tel, avoir que les éléments archaïques, les objets archaïques, donc quand ils disent archaïque dans les... Quand Green Ronin dit les trucs archaïques, ça veut dire avant l'époque moderne. Voilà, donc avant la poudre. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse qui me fait beaucoup marrer, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui disent ils ne veulent pas veulent pas avoir de poudre, d'objets qui utilisent de la poudre dans leur setting médiéval, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, la rapière est une invention plus tardive que la première arme de poing en arme à feu. Voilà. Je tenais juste à souligner ce point. Moi, ça m'a, dans mes settings fantastiques, utiliser par exemple, comme dans Pathfinder, par exemple, le pistolier. Avoir une classe qui est un pistolier et qui est dédiée à ça, je ne vois pas du tout où est le problème. Surtout qu'il y a des façons intelligentes de traiter les armes à feu. Donc voilà. Donc présenter que les armes archaïques en plus étendues, c'est-à-dire les trucs qu'on trouverait dans les OP de game licence, quoi. Les gantelets, les armes exotiques, tout ça. Donc finalement, je trouve ça un peu dommage que ça n'a pas été allongé, par exemple, avec des objets de science-fiction. Mais on va y venir parce que si jamais on prend la gamme en tant que telle, si vous voulez vraiment avoir de l'équipement moderne, il y a les livres de classe, donc les suppléments livres de classe, qui ajoutent des rôles, qui rajoutent des feats, qui rajoutent aussi des équipements et des équipements de toutes les époques du coup. Voilà, mais j'aurais plutôt voulu voir ça dans le livre de Bestia, puisque le livre de Bestia, il y a vraiment des choses intéressantes. Ben, quelles sont mes autres observations là-dessus? Ben, je dirais que on voit que Green Ronin avait envie de laisser sa patte, hein, voilà. Un petit truc, par exemple, les anges, la plupart des anges qu'ils ont dans leurs univers, leur peau est soit émeraude, soit verte. Voilà, vous voyez un petit peu le lien. Ceci mis à part, ben, le livre il est plutôt bien écrit, plutôt bien exécuté. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que les types et les sous-types
dans leur présentation de setting science-fiction, les définitions changent. C'est-à-dire que par exemple, tu mets un construct de la fantasy, tu sais exactement ce que c'est, vous les connaissez, mais quand il s'agit de constructs de science-fiction, on te dit la définition va changer parce qu'il y a des éléments qui sont rapportés. Par exemple, les androïdes sont une sous-catégorie, mais qui ne sont pas considérés comme des constructs car une créature très complexe. C'était une de mes réflexions que j'avais aussi concernant mes jeux de rôle et les univers étendus, c'est-à-dire que quand une créature qui est créée par de l'inerte ou artificiellement est très complexe, donc logiquement, elle ne peut pas être considérée comme simili-construite. Donc voilà, cette notion-là, ils l'ont mise et je trouve ça très intéressant. Et puis aussi, on te dit que par exemple pour l'Android, parce que c'est un être complexe, ça veut dire que comme c'est pas considéré comme un construct, eh ben, il est sujet à faire des critiques. Parce que dans les jeux, ils ne sont pas sujets à, les constructs ne sont pas sujets à faire des critiques. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis j'aime bien aussi le fait que en quelque part, je pense que c'est sûrement pas fait exprès, mais c'est quand même un truc qui est bien arrivé. J'aime bien cette notion où on t'explique qu'un androïde, tu as du mal à la discerner. Je veux dire, dans nous, avec notre observation de consommation de pop culture, ben, tu vois des yeux un peu bizarres, tu te dis, oui, dans un truc de science-fiction, tu te dis, bon, on voit des symboles très géométriques dans ses pupilles, dans son iris, c'est un androïde. Mais pour pouvoir discerner si quelqu'un est un androïde ou pas, le test de difficulté est assez difficile. Et j'aime bien comment il sépare vraiment le savoir que la pop culture que feront les joueurs avec le garde-fou pour empêcher les gens justement de discerner quel genre de créature il s'agit. Voilà. Autrement, ben, on est sur des choses très très bien. Je pourrais dire que en vrai, pour avoir fait, c'est un peu un gros raccourci de dire ça, mais pour avoir fait avec Mutant and Masterminds, pour avoir adapté une grosse créature de Pathfinder, c'est-à-dire le Balor, je suis quasi sûr que l'adaptation n'est pas si difficile. Voilà, par exemple, pour les déplacements, on te dit laisse comme ça, c'est inchangé, il n'y a pas de souci. Pour les caractéristiques, on te dit oui, ton modificateur, eh ben, en fait, tu regardes ton score, tu regardes le modificateur que ça apporte. Et puis, en fait, si tu as un doute et que tu veux vraiment graduer les choses, on te dit par exemple, prenons un exemple. Si par exemple tu as 12 et 13, donc le modificateur est 1 sur un Open Game Licence, ben, 12 et 13 ça te donne plus 1 en modificateur. Ben, si tu as vraiment envie de montrer une étape supérieure là-dedans, ben, vaut mieux que tu laisses, tu prends seulement le plus 1. Mais si jamais tu as un doute et que la créature devrait être plus forte, ben, tu peux aller jusqu'au plus 2. Et inversement, c'est-à-dire que si tu trouves que cette créature-là, elle vaut, son modificateur en Open Game Licence vaut un 1, et puis en fait tu te rends compte que la créature n'est pas si balèze que ça, peut-être la rabaisser à 0 peut se faire. Voilà. Donc on est quand même sur un livre d'une belle production, trop orienté Open Game Licence, trop orienté sur le fantastique. Les éléments qui sont pas sur les fantastiques, c'est les templates qui sont, on va dire, euh, c'est les templates qui sont déjà, qui sont pas abstraites et que vous connaissez très très bien. Moi, j'aurais vraiment voulu que le traitement de l'équilibre entre les différents settings proposés soit suffisamment bien. Voilà. Mais ceci mis à part, je le conseille chaudement, je le trouve assez sympa. Donc je crois que ça va être tout pour le livre du bestiaire. Je ne sais pas si je vais faire d'autres livres tout de suite après, parce que faut avouer que par rapport à Mutant and Masterminds, la lecture surtout la lecture des stat blogs et tout comme ça, c'est assez laborieux. Et aussi intégrer les rôles, savoir si c'est bien ou pas. Donc moi je suis en train de me focaliser à lire les livres de classe, mais probablement que je vais plus me tourner vers d'autres vidéos, puis revenir dessus de manière impromptue, voilà. Parce que comme je l'ai expliqué, je ne sais pas si je fais tellement de prises que j'oublie, mais le mercredi
si jamais je présente, je vais faire une lecture holistique, ben, je fais une courte vidéo. C'est pas une pub, je le dis juste au cas où, mais c'est pas une pub. C'est juste pour introduire le jeu que je vais présenter parce que j'ai décidé de ne plus présenter de jeux que je trouve mauvais et vraiment mauvais. Pour l'instant, je ne sais pas si ça va changer, mais pour l'instant, je préfère m'en tenir à ça pour ce nouveau programme. Donc le mercredi, s'il y a vraiment une lecture holistique la semaine en question, vous aurez le short en 1 minute qui vous explique le jeu. Ensuite, le vendredi, il y a le livre. Sauf que si le livre il est plutôt mineur et facile à expliquer, ben je ne le ferai pas le vendredi, je le ferai n'importe quel jour de la semaine. Donc par exemple, cette vidéo-là, elle ne sera pas sortie un vendredi ou un mercredi. Ou si ça arrive, c'est vraiment que c'est le hasard. Voilà. Je tenais juste à souligner ça. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un prochain JDR et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.